Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va fact-checker une vidéo de Etienne Agri YouTuber qui a lui-même fact-checké une vidéo de l'association PETA. Fact-checkingception, en gros. Et avoue que tu avais pensé aussi. Alors spoiler alerte, ne vous attendez pas à voir Etienne dégainer des sources diverses et variées dans sa vidéo, il n'en a aucune. En ce qui me concerne, les miennes seront dans la description de cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Etienne Agri YouTuber et on se retrouve cette semaine parce qu'on va fact-checker une vidéo de PETA qui raconte pas mal de conneries sur l'élevage. Vache violée, elle pleure très mal. Et vous me connaissez, moi, quand on raconte des conneries, je me laisse pas faire. Tiens donc, ça alors. Je dois avouer que je suis très surpris de voir Etienne revendiquer le statut de guerrier de la rhétorique, parce que bizarrement sur Twitter, là où les gens peuvent s'adresser directement à lui, il n'a pas vraiment la même attitude. Il faut savoir une chose, c'est que notre agri-YouTuber, le Braveheart de l'élevage, est surtout un très grand guerrier du clavier. Laissez-moi vous expliquer. L'un des passe-temps favoris d'Etienne étant de tacler le véganisme et les militants pour les droits des animaux avec une finesse, disons, digne des plus grands, j'avais il y a quelque temps décidé de lui proposer un débat en ligne sur YouTube et en direct, comme je l'avais déjà fait par exemple avec le précepteur ou encore le professeur Philippe Monneret, lesquels ont accepté volontiers, ce à quoi il m'avait répondu que, quoi qu'il arrive, comme vous pouvez le voir, il est pour l'élevage et il ne changera pas d'avis. Soit l'aveu assez clair et assez explicite finalement qu'il est un idéologue et que son attachement à l'élevage est purement dogmatique. Et donc qu'il est tout à fait fermé à la discussion avec les gens qu'il passe son temps à critiquer, voire même à insulter. Et oui. Puisqu'Etienne, non content de refuser systématiquement tout débat, n'hésite pas non plus à insulter publiquement sur Twitter les gens avec qui il est en désaccord. Alors, je suis peut-être un gros con, Etienne, mais au moins, je suis un gros con ouvert à la discussion et au débat et qui préfère fournir des arguments et des opinions plutôt structurées pour défendre sa position plutôt qu'insulter celles et ceux qui ne la partagent pas. Mais bon, chacun sa méthode. Allez, on y va. Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Papa, comment on fait les bébés? Le lait, ça vient d'une vache qu'on a violée. Première connerie, évidemment, on ne viole pas une vache. Déjà, les femmes qui ont subi un viol vont adorer la comparaison avec une vache. Mais surtout, et c'est le plus important, on insémine une vache uniquement quand elle est en chaleur. C'est-à-dire qu'elle est réceptive et qu'elle accepte l'insémination. Soit par seuil naturel, soit par insémination artificielle. Mais on respecte toujours le cycle naturel. Puisque des animaux, quand ils sont en chaleur, naturellement, ils se reproduisent. Alors, elle est super ton histoire, Etienne, mais je dois dire que le raisonnement est quelque peu limité. S'il était avéré que les femmes avaient également des chaleurs et qu'elles recherchaient naturellement des partenaires pour se reproduire pendant ces périodes-là, est-ce que tu penses que cela justifierait qu'on les insémine artificiellement sans leur consentement pendant ces périodes-là? Personnellement, je pense pas. Parce que être en chaleur pour une femelle ne signifie pas qu'elle donne son consentement pour lui enfoncer un bras dans le vagin, un bras dans l'anus et lui insérer du sperme à l'aide d'une seringue. Ce qui, dans le cas d'une femme non consentante, serait évidemment qualifiable de viol. J'espère que tu es d'accord avec ça. Donc non, ces périodes de chaleur sont juste des périodes durant lesquelles les femelles sont fécondables et auront tendance à rechercher l'accouplement en vue de la reproduction. Et ce n'est pas parce que les vaches, les brebis ou encore les chèvres ne résistent pas qu'elles donnent leur consentement, Etienne. Ou que c'est la porte ouverte à faire ce que l'on veut de leur corps, de leurs organes génitaux ou encore de leur appareil reproducteur. D'ailleurs, la véritable insulte aux victimes de viol ici serait plutôt de considérer que si la victime ne se débat pas, qu'elle ne se défend pas, c'est qu'elle est par conséquent consentante et qu'elle approuve le traitement qu'on lui inflige. Donc non, Etienne, en l'absence d'un consentement clairement établi, la position adoptée par défaut serait à mon humble avis de respecter l'intégrité corporelle des individus. Pour qu'elle fasse un bébé veau, pour qu'elle fabrique du lait. Ou plus précisément, des sécrétions mammaires de bovidés. Non, on dit du lait, hein. Quand tu bois ton jus végétal, je vais pas te dire que tu bois du jus de graines pressées. C'est du jus végétal, et là, c'est du lait. Pour une vache, c'est du lait. Faux? Comment ça, faux? Le terme lait, ici, ne désigne pas des sécrétions mammaires de bovidés? Mais alors, tu vends quoi, Etienne, si c'est pas des sécrétions mammaires de bovidés? Attends, tu vendrais pas du lait végétal quand même en secrète? Si c'est ça, glisse-moi un petit message en MP sur Twitter, promis, je dirai rien à personne. Plus sérieusement, je sais pertinemment qu'Etienne m'a accusé de ne rien connaître à l'élevage, mais il me semble, malgré tout, que le lait de vache est bel et bien un liquide sécrété par les glandes mammaires, donc de bovidés. Mais encore une fois, peut-être que je n'y connais rien, donc on va quand même aller checker histoire d'être bien sûr. Alors,
les définitions. Liquide blanc, opaque, très nutritif, sécrété par les glandes mammaires des femmes ou des femelles de mammifères. Liquide blanc, opaque, de saveur légèrement sucrée, constituant un aliment complet et équilibré, sécrété par les glandes mammaires de la femme et par celles des mammifères femelles pour la nutrition des jeunes. Le lait est le produit élaboré par les glandes mammaires des femelles de mammifères après la naissance du jeune. Liquide produit par les glandes mammaires des femelles des mammifères pendant la période de lactation qui suit la parturition et destiné à nourrir les bébés lors de l'allaitement. Ah désolé Etienne, mais t'as tort, bah oui t'as tort. Comme c'est dit dans la pub de PETA, le lait de vache c'est bel et bien un liquide sécrété par les glandes mammaires d'une vache, donc d'un bovidé. Mais ce lait, ma chérie, tu te doutes bien qu'il n'est pas pour le veau, hein? Non, il est pour nous. Enfin, si, à la base, c'est vraiment pour lui. Mais nous, on a décrété que c'était pour nous. Non, ça c'est faux. Il y aura évidemment du lait pour le veau et du lait pour nous, les humains. Tout simplement parce qu'une vache comme celle-ci va faire à peu près 30 litres de lait par jour. Le veau, lui, va en boire environ entre 5 et 6 litres de lait par jour. Donc le reste, il va y en avoir largement assez pour nous. Donc pour utiliser le lait de la vache pour les veaux, c'est très simple. Destination du lait, ce lait là qui est dans le tank à lait pour notre consommation à nous, je vais le mettre dans les seaux. Voilà, le lait de la vache, il arrive dans le seau, il est tout chaud, vous voyez, il fume encore, et c'est moi qui vais le donner au veau, mais je vais pas le voler. Il y en a assez pour nous et pour les veaux. Et il y en a même un petit peu pour les chats. Ce lait, ma chérie, tu te doutes bien qu'il n'est pas pour le veau, hein? Pas pour le veau. Donc là, les veaux sont en niche pendant 15 jours, le temps de leur donner la bonne quantité de lait, et après, c'est casse collective. Alors ça c'est vraiment étrange Etienne, parce que si l'on effectue une recherche rapide sur l'alimentation des veaux en élevage, c'est pas vraiment ce qui est indiqué en général. Pour reprendre par exemple les mots exacts du site laviande.fr, sur lequel je vais aller dans un instant, un site notamment sponsorisé par les collectifs Interbev et Inaport, qui ne sont pas exactement des collectifs abolitionnistes pro-vegan, la majorité des veaux sont issus des élevages laitiers. Or, dans ce mode d'élevage, tout le lait produit par les vaches est collecté pour la consommation humaine. Alors certes, juste après leur naissance, les veaux boivent le colostrum, c'est-à-dire le premier lait de vache riche en anticorps maternels, mais toutefois, les veaux reçoivent une alimentation appropriée à leur âge et sont nourris principalement avec un aliment d'allaitement complet et équilibré, qui est un mélange composé de poudre de lait, de produits laitiers, de matières grasses et de compléments nutritionnels dilués dans de l'eau chaude. Mais même en admettant que tu dises vrai, c'est un fait que nous avons décidé que nous pouvions inséminer, exploiter des vaches, des brebis ou encore des chèvres afin de nous emparer de leur lait ou d'une grande partie du moins de leur lait. Non et puis sérieusement Etienne, tu vas quand même pas essayer de nous faire croire que tu t'es réveillé un jour en disant tiens, je vais créer une ferme dans laquelle je vais avoir des vaches, inséminer des vaches, faire naître des veaux, séparer les veaux des mères à la naissance, traire les mères, placer le lait dans des cuves, nourrir les veaux via les cuves, et puis comme tout ça coûte un petit peu d'argent, ça serait peut-être pas mal de garder un petit peu de rab, histoire de le vendre à des humains pour financer tout ça. Ça me paraît un peu gros comme histoire quand même. Bien sûr que non, la raison pour laquelle ton exploitation existe, comme toutes les exploitations laitières, c'est de produire du lait destiné à l'alimentation humaine, c'est tout. Du coup, le veau, il va à l'abattoir. Et c'est comme ça que mamie, elle fait sa blanquette. Alors non, le veau il va pas à l'abattoir. Déjà, si c'est un mâle, les 15 premiers jours, il aura le lait de sa mère. Si c'est une femelle, également. Par contre, le mâle, lui, va partir dans un autre élevage. Et moi, je garde juste les femelles sur la ferme. Mais on ne tue pas un veau à la naissance, il n'y a rien à manger dessus. Alors là, technique ancestrale du village caché des sophistes, le Strawman no Jutsu. Tu fais dire à ton adversaire ce qu'il n'a pas dit, ou tu déformes ses propos, et ensuite tu réfutes ce que ton adversaire n'a pas dit, ou les propos déformés de celui-ci. À aucun moment il a affirmé dans cette pub que les veaux partent à l'abattoir à l'instant même ou le jour même de leur naissance. C'est pas ce qui est dit, Etienne. Alors peut-être que tu sais pas Etienne, mais à ton avis, les veaux que tu fais naître tous les ans en inséminant des vaches tous les ans, à ton avis, où est-ce qu'ils vont après avoir été engraissés dans les élevages où toi-même tu les envoies? Me dis pas que c'est moi qui vais devoir t'annoncer la mauvaise nouvelle quand même. Eh ben oui Titi, eh ben oui. On les envoie à l'abattoir se faire trancher la gorge à la chaîne, tout comme tes vaches à toi, tes vaches laitières, quand elles ne te rapportent plus assez d'argent. Eh ben oui, c'est comme ça que ça se passe.
Et bien sûr, en honnête fact-checker que je suis, j'ai des sources officielles pour appuyer mon affirmation. Et donc ma source qui ici va être le site agreste.agriculture.gouv, c'est-à-dire le site officiel du ministère de l'Agriculture français concernant les statistiques agricoles, nous informe via ce tableau qu'en 2018 par exemple, ce sont près de 650 000 veaux issus de l'exploitation laitière qui sont partis à l'abattoir, ainsi que d'ailleurs près de 900 000 vaches laitières, près de 100 000 génisses laitières de plus de 2 ans et près de 9 000 génisses laitières de 1 à 2 ans. Alors bien sûr, ils ne sont pas littéralement envoyés à l'abattoir le jour de leur naissance. T'inquiète pas, on a bien compris que l'objectif ultime, c'était de se faire un maximum de thunes sur le dos de ces pauvres animaux. Et comme tu l'as toi-même si bien dit, on ne tue pas un veau à la naissance, il n'y a rien à manger dessus. Traduction, il n'y a aucun profit effectivement à se faire day one, donc attendons un petit peu. Mais la vache, elle aime son veau. Et elle le cherche partout, elle pleure. Alors là encore un mensonge. Vous voyez les vaches derrière moi, elles ont toutes eu des veaux dans les derniers mois. Et il n'y en a aucune qui appelle son veau. Je vous ai fait une petite vidéo sur le thème exactement de la séparation du veau et de la vache. Je vous la mets en lien ici, vous allez voir. Il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de cris, il n'y a rien du tout. On est sur des races laitières, des races avec un instinct maternel peu développé. Donc la vache ne pleure pas son veau quand on les sépare. Ça va alors, me voilà grandement soulagé. Si l'instinct maternel existe mais qu'il est peu développé comparé aux humains, c'est totalement legit de séparer systématiquement les mères de leurs petits. Mais au fait, est-ce même véridique que les vaches ont un instinct maternel si peu développé, quasi inexistant même au point d'en avoir rien à cirer qu'on leur enlève leurs petits à la naissance? Bon alors je pourrais effectivement me fier de manière inconditionnelle au propos d'une personne dont le métier est littéralement de se faire de l'argent sur le dos de ces animaux, ou devrais-je dire sur leur appareil reproductif féminin, mais c'est évidemment pas ce que je vais faire, puis quoi encore? On est là pour du fact-checking, donc voyons plutôt ce que dit la science sur la question de l'instinct maternel des vaches et des souffrances qui peuvent être causées par ces séparations à la naissance ou plus tard. Et l'argument additionnel qui vient se greffer à ça, qui est que la séparation serait même bénéfique pour la santé de l'un comme de l'autre. Publiée en 2019, cette revue systématique de la littérature scientifique, adressant spécifiquement la problématique de la séparation précoce et forcée entre les vaches laitières et leurs petits par les éleveurs laitiers, et les supposés bienfaits de ce genre de pratique, affirmait que les preuves scientifiques dont on dispose aujourd'hui ne permettaient pas de conclure que cette séparation avait le moindre bénéfice pour la santé de la vache et du veau, et que donc il n'est pas recommandé d'instaurer ou de continuer aujourd'hui ce genre de pratique. Cette étude-ci, publiée en 2001, étude dont l'objectif était d'évaluer les réponses comportementales et émotionnelles après séparation à naissance plus 1 jour et naissance plus 14 jours, concluait que plus une vache et son petit passent de temps ensemble, plus la séparation est difficile pour les deux, et tient donc, moins la vache donnait de lait lors de la traite. Et ça évidemment, c'est pas terrible pour le business. Et encore une autre étude par exemple, celle-ci publiée l'année dernière, donc très récente, arrivait aux mêmes conclusions, à savoir que les liens maternels se renforcent jour après jour si la vache reste avec son petit, mais aussi que même les vaches ayant été prématurément séparées de leurs petits avaient démontré par la suite une volonté de les retrouver. Donc en gros c'est un peu je pense comme avec les êtres humains, c'est-à-dire que plus une mère va passer du temps avec son enfant, plus elle va s'attacher à lui et plus la séparation sera douloureuse. Je vais pas parcourir dans cette vidéo tout le corps de littérature scientifique sur le sujet, mais toutes ces conclusions en tout cas semblent s'inscrire dans une direction assez consensuelle, laquelle là encore contredit les propos de notre cher youtubeur. Et puis sans déconner Etienne, c'est pas parce qu'au moment où t'as filmé ta vidéo, des vaches avaient l'air tranquillement allongées derrière toi que tout d'un coup, ça signifie qu'elles étaient complètement ok et que ça les a pas fait souffrir de leur enlever leur enfant quand il est né. Alors ensuite, la vache est traite par des robots qui lui tirent sur ses tétés et ça lui fait très très mal. Ah, le seul truc vrai, la vache est traite par des robots. Vous voyez, derrière moi, il y a 2 robots de traite. Et la vache est traite par des robots, mais elle y va quand elle veut. C'est la vache qui décide quand elle a envie de se faire traire. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est elle qui décide. Voilà, la vache rentre dans le robot de traite. Et si elle est à traire, il a trait. Là, elle a dû passer il n'y a pas longtemps. Donc, il la remet dehors. Si ça lui faisait mal, elle irait pas toute seule dans le robot. Et j'en profite pour rappeler que si une vache avait mal ou si elle était malade, elle ne ferait pas de lait. Donc le bien-être animal, c'est primordial dans les fermes. Et moi, avec mes vaches laitières, si je veux avoir des animaux en bonne santé qui produisent du bon lait et que ça me rapporte de l'argent puisque c'est un métier,
eh bien j'ai intérêt à avoir des animaux en bonne santé, calmes et heureuses. Alors là, effectivement, on est sur une affirmation de PETA assez questionnable. Contrairement quand même, je pense, à Étienne, j'ai été lire plusieurs études sur la question et aucune d'entre elles ne semblait suggérer que le procédé de traite par des machines ne cause en lui-même, en tout cas, un réel inconfort ou douleur aux vaches, tant que les réglages sont adéquats. Donc soit PETA a lu des données que moi je n'ai pas lues, soit cette affirmation est basée sur des observations anecdotiques ou sur des rumeurs qui n'ont aucune, disons, base empirique solide. Et donc il se pourrait bien évidemment qu'on trouve des cas où les machines de traite infligent des douleurs aux vaches, mais on ne pourrait pas généraliser, en tout cas à partir de ces cas précis. Et ça fait des infections. C'est pour ça que dans ton lait, il y a du lait, mais il y a aussi du pus. Et dans les vidéos de PETA, c'est mal fait et il y a aussi beaucoup de mensonges. Évidemment qu'il n'y a pas de pus dans le lait. J'ai fait une vidéo aussi spéciale sur le sujet, je vous la mets en lien. Et si jamais une vache était malade, parce que c'est des animaux, ça peut arriver, on met le lait de côté, on le sépare. Jamais on mettra du lait de mauvaise qualité à la vente. On a des normes, on est contrôlé. Si le lait était mauvais ou s'il y avait un problème dans le lait, on serait pénalisé. Donc on a intérêt de mettre que le bon lait à la vente. Bon, alors là, on est sur quelque chose de plus ambigu. Disons qu'on pourrait considérer que les deux ont raison selon le contexte, mais d'une manière générale, je donnerais quand même malgré tout plutôt raison à Étienne, et je vais expliquer pourquoi. Aujourd'hui, l'un des principaux indicateurs de la qualité du lait est le comptage de cellules somatiques, CCS, lesquelles sont, comme nous l'explique le site de l'Institut de l'élevage français, des cellules du corps autres que les cellules qui sont à l'origine des gamètes. Elles peuvent avoir deux origines possibles, soit une origine glandulaire, la mamelle, soit une origine sanguine, il s'agit des globules blancs. Or, si le nombre de cellules somatiques dans le lait dépasse certaines limites, le lait ne peut pas être vendu pour la consommation humaine. Dans l'UE, la limite est de 400 000 cellules par millilitre, alors qu'aux États-Unis, la limite est de 750 000 cellules par millilitre. Maintenant, dans le cas de l'origine sanguine, on retrouve principalement des polynucléaires neutrophiles. Or, la suppuration, c'est-à-dire la création de pus, est caractérisée par la présence d'une nécrose tissulaire riche en polynucléaires neutrophiles. En effet, ce sont ces cellules-là précisément qui, combinées à des débris cellulaires nécrosés, forment et constituent le pus. Il peut donc bel et bien y avoir du pus dans le lait, comme le disait PETA, mais dans des concentrations qui, normalement, sont extrêmement infimes si du moins la norme européenne CCS est respectée. Et a priori, seulement dans le cas où du lait provenant de vaches ayant été atteinte d'une infection telle que par exemple la mamite a été mis en vente. Pour autant, il est intéressant de souligner justement à propos de la mamite, donc cette infection mammaire douloureuse très fréquente chez les vaches laitières et qui peut mener à la formation donc de pus dans le lait. Mamite qui est donc une infection de la mamelle par des bactéries qui pénètrent par le sphincter du trahyon, touche 40% des vaches. Donc 40% des vaches en France, en production, donc qui produisent du lait, sont touchées par des mammites. Ce qui implique donc que le type d'infection qui peut mener à la formation de pus dans le lait, via les défenses immunitaires de la vache, est quand même extrêmement fréquent. Et ensuite, on continue comme ça à violer la vache et à lui retirer son veau pendant des années et des années. Et en vrai, on continue comme ça en respectant le cycle naturel de la vache, c'est-à-dire qu'elle a un veau par an vu qu'elle a 9 mois de gestation, elle est traite pendant 10 mois, elle a 2 mois de repos. C'est le cycle naturel et on le respecte. Alors je vais pas revenir sur cette histoire de cycle naturel, j'ai déjà expliqué pourquoi c'était assez problématique de raisonner comme ça. Mais quoi qu'il en soit, Étienne, tu confirmes donc bien que la vache, 1, est inséminée à répétition, c'est-à-dire tous les ans, 2, que son veau lui est retiré à répétition, du coup tous les ans aussi, forcément. Et puisque d'après le ministère de l'Agriculture, les vaches partent en moyenne à l'abattoir à l'âge de 8 ans, soit après 5 ou 6 années d'exploitation, c'est donc vrai que ces pratiques ont lieu pendant des années. Donc ce que dit PETA est vrai et tu viens de le confirmer. Merci Étienne. Jusqu'à ce qu'elle soit très fatiguée, et alors là seulement, elle a le droit de bien se reposer et de retrouver toute sa famille. À l'abattoir. Alors, un truc à moitié vrai, c'est que la vache à la fin de sa vie, elle finit systématiquement à l'abattoir. On ne peut pas les garder pour le plaisir, c'est une activité économique, mais on ne vendra une vache à l'abattoir que si elle est en très bonne santé, tout simplement pour faire de la bonne viande, et surtout que si une vache était malade ou mourante ou blessée à l'abattoir, il la prendrait pas. Oui, c'est ce que dit PETA dans la pub, Étienne. C'est ce que dit PETA. Que les vaches laitières partent systématiquement à l'abattoir lorsqu'elles ne produisent plus assez de lait. Donc, qu'elles ne rapportent plus assez d'argent à l'éleveur, c'est-à-dire à toi. Une affirmation de PETA, que l'on retrouve d'ailleurs écrite noir sur blanc sur le site du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, je cite: «
quand la production laitière de la vache diminue, elle est alors réformée. Réformée, c'est un terme un petit peu joli pour dire qu'on va l'égorger. Et envoyée à l'abattoir. Soit directement en sortie des étables laitières, soit après un passage dans un atelier d'engraissement ou une période de pâturage. Sa viande, à la vache laitière, est donc destinée à la consommation. Et petit rappel au passage des chiffres que j'ai évoqués tout à l'heure, qui sont très clairs. En 2018 par exemple, ce sont près de 900 000 vaches laitières qui sont envoyées à l'abattoir. Après tout ça, je dois dire que je comprends un petit peu mieux pourquoi Étienne préfère insulter publiquement sur les réseaux sociaux les gens avec lesquels il est en désaccord, plutôt que s'engager dans des débats ou des discussions avec eux. Et ça illustre effectivement que sa position sur l'élevage, comme lui-même l'a admis, est purement dogmatique, au point que pour une vidéo fact-checking, il n'a cité aucune source, rien du tout, seulement ses observations personnelles. Pour du fact-checking, c'est quand même un petit peu limité, je trouve. Bref, qu'y a-t-il à tirer de cette vidéo? Eh bien, vous l'aurez compris, consommer des produits laitiers encourage entre autres l'exploitation, l'insémination, la séparation, la mise à mort des vaches laitières et de leurs petits, mise à mort systématique. Et donc, si, tout comme moi, vous pensez que Le bien-être animal, c'est primordial. Alors, n'en consommez plus, ne financez plus toutes ces pratiques et privilégiez les laits végétaux, ce qui permettra en plus de soutenir l'agriculture végétale. C'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal et je vous dis à très bientôt, ciao. Le bien-être animal, c'est primordial